ce qui va être pris en charge par la collectivité territoriale, hein, par la commune, hein, si je peux me permettre, c'est pas un cours, hein, c'est juste parce que c'est le seul document un peu synthétique qui date hein, de 2006, hein, de 10 ans, en termes de statistiques. Les remontées des collectivités territoriales auprès de l'ADEME, c'est un problème. Hein. Bon, mais en tout cas, on peut rajouter 2 tonnes, 1 tonne, 3 tonnes, certaines fois on peut en enlever. Mais grosso modo, vous voyez, les déchets ménagers assimilés, c'est les déchets des ménages, et les déchets assimilés aux ordures ménagères, c'est-à-dire les déchets des petits restaurants, des petits artisans, qui vont être pris en charge par la collectivité territoriale, moyennant une redevance. Ça, c'est ce qu'on appelle le déchet ménager assimilé. Mais par les collectivités territoriales, on ne voudrait pas l'appeler local, mais territorial par rapport à la Constitution, il faut rajouter les déchets de marché, les déchets d'avoirie, les déchets des bouts de stations d'épuration de l'eau, et tous les déchets verts. Tous ces déchets-là sont pris en charge par la collectivité territoriale. Tout le reste, c'est du déchet qui est pris en charge par le producteur, c'est le producteur doit trouver un opérateur lui-même. D'accord ? Et vous voyez qu'il y a des déchets industriels dangereux, vous avez des déchets industriels banals mais en volume énorme, par exemple des déchets d'une grande surface, il faut qu'elle se débrouille pour trouver un opérateur. Vous avez le plus gros des tonnages, ce sont les déchets agricoles et les déchets du bâtiment travaux publics, qui sont très très mal gérés, voire presque pas gérés du tout en France. Bref, je traduis en français, les déchets ménagers assimilés, c'est moins de 10% du tonnage. Mais c'est un déchet dont on parle beaucoup parce qu'il a un grand impact sur la santé en direct, sur le porte-monnaie en tant qu'acheteur, en tant que consommateur et en tant que contribuable. Et comme cela a un impact sur le financement des collectivités territoriales, on en parle beaucoup plus que des déchets du bâtiment de travaux publics qu'on appelait autrefois déchets inertes. Jusqu'au jour où on a trouvé de l'amiante, c'est pas si inerte que ça. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai trouvé, hein, c'est une source ADEME 2006, je vous dis on pourrait les modifier, voilà. Moi, je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ce... Oui, alors je sais que pour les déchets du bâtiment, il y a quand même des étudiants en architecture qui réfléchissent actuellement sur des solutions pour essayer de réutiliser et de valoriser ces matières-là. Donc, bon, bah, voilà, j'espère vraiment que la génération future, actuelle, va trouver des solutions pour vraiment valoriser ces biens-là. Et puis bon, et après, il y a quelque chose que je ne sais pas si c'est très clair en fait. Donc moi, je représente en fait Zero Waste Paris, qui est donc un groupe local de Zero Waste France. Donc Zero Waste qui veut dire à la fois déchets et gaspillage. Hein, donc on milite pour une société zéro déchet, zéro gaspillage. Et forcément, nous, on s'adresse surtout aux citoyens, à vous, pour agir sur la partie ménagère. Et quand on regarde en fait la partie ménagère par rapport au commerce et au bâtiment, ça paraît être vraiment ridicule en se disant mais à quoi ça sert d'agir là-dessus alors que finalement le gros des déchets effectivement c'est le reste, mais en fait on se rend compte qu'en agissant là-dessus on agit sur toute la chaîne parce qu'on parle de ce qu'on appelle un sac à dos écologique. C'est-à-dire que quand on achète un produit, je sais pas, je prends un gobelet en plastique par exemple, forcément de l'utiliser crée un déchet, c'est celui qu'on voit, mais en fait pour le produire, pour l'amener au lieu où vous l'avez consommé, etc., il a fallu déployer tout un tas d'énergie, on va dire, qui elle-même consomme en fait des déchets. Et donc, refuser le gobelet plastique, par exemple, quelque part, vous agissez aussi sur toute la chaîne en amont, hein, ce qu'on appelle donc le sac à dos écologique du produit, qui fait qu'en fait, un gobelet en plastique comme ça, il ne pèse pas 20 grammes, il pèse en fait 40 kilos peut-être de déchets. Mais effectivement, ces 40 kilos ne se retrouvent pas dans l'ordure ménagère, mais dans les autres. Et c'est pour ça qu'on parle juste des ordures ménagères comme étant la partie émergée de l'iceberg, en fait. Et en agissant là-dessus, on peut agir sur la partie invisible de nos déchets. Juste une statistique, l'idée que les déchets ménagers ne représentent que moins de 10% du problème n'est pas assez rappelée en premier. C'est vraiment, donc ça c'est peanuts par rapport à ce qui est en dessous de l'iceberg, je suis bien d'accord. Je me suis permis de trouver, alors j'ai pris une statistique assez hétérogène, j'ai pris une statistique de l'ADEME, l'Agence de l'environnement maîtrise de l'énergie, en parlant uniquement des ordures ménagères, OM. Là, on a à peu près 1 kg par an et par habitant, par jour. 354. Mais si on tient compte des déchets ménagers et assimilés, c'est-à-dire on prend les déchets des ménages, la poubelle dont vous parlez,
et on rajoute les déchets des restaurants, nanana, là on est à 536, on doit être à 1,3 kg par jour. Et si on prend les sources du CNID, qui s'appelle Zero Waste aujourd'hui, eh ben, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des déchets. Et notamment les déchets du bâtiment, les déchets agricoles. Bon, il y a des déchets hospitaliers, mais ils sont peanuts, mais ils sont très porteurs de risques, évidemment. Mais là, on a 13,6 tonnes par an, par habitant. Ça, ce sont des données 2010. 2010. Donc, vous voyez, c'est quand même un ordre de grandeur. Donc, on passe de 1 kg à 13 tonnes. Donc, je trouvais que c'était assez... Alors, Eurostat est une banque de données statistiques au niveau de l'Union européenne. Et vous trouvez, Madame Barbe, que historiquement, ces proportions des déchets purement ménagers et déchets du BTP, elles se retrouvent ou il y a vraiment une évolution après la Seconde Guerre mondiale? Alors, on n'a pas tellement, pour ce qui concerne, je vais essayer de mettre ce truc comme ça, on va faire des trucs en temps réel, c'est fabuleux. Oui, alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pour ce qui concerne les données, ce qu'on connaît le mieux, comme ça a été dit, c'est les déchets ménagers, en fait. C'est ce pourquoi, les déchets ménagers ou les déchets urbains, ou des collectivités territoriales, parce que c'est ceux pour lesquels on a le plus de statistiques sur les plus longues durées. Les déchets du BTP sont connus depuis très peu de temps et inventoriés depuis très peu de temps. Et on a beaucoup de mal à reconstituer des séries statistiques sur ce type de déchets. Cela dit, pour se donner un ordre de grandeur, alors qui de fait ne porte que sur la partie émergée de l'iceberg, mais pour voir un peu comment ça a évolué, on peut regarder un graphique comme celui-là qui porte uniquement donc, sur ce qu'on appellerait aujourd'hui les déchets des collectivités pour Paris, qu'on appelait boue et ordures ménagères autrefois. Et vous voyez qu'à la fin, là, bon, ça c'est un graphique qui s'arrête en 95, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas tellement d'importance. On arrive vers le 1,5 kg, 1,6 kg, qui est tout à fait caractéristique de la fin du XXe siècle, sachant qu'on est parti à la fin du XIXe siècle de 0,5 kg par habitant. Donc en gros, en 100 ans, la production par habitant a triplé, sachant qu'à ça s'ajoute le fait que la population elle-même a augmenté. Et bien entendu, là, bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est la France, mais si on se déplaçait, si on regardait les prospectives qui sont faites pour les pays émergents et en développement, on aurait des résultats aussi tout à fait considérables. Donc ça veut dire qu'on a eu un double processus au XXe siècle, qui est d'une part l'abandon qui est fondateur de la définition du déchet, qui est associé à la croissance de la production de ces sous-produits. Et le 0,5 kg, il est assez constant au 19e siècle. On est resté à peu près de façon constante à 0,5 kg par habitant et par an, mais de matière qui à cette époque-là était utilisée. C'est par jour. Par jour, excusez-moi. Oui. Je pense que la moyenne pour les États-Unis, ça ne veut rien dire parce que on a toutes sortes de localisation géographique, mais c'est plus de 2 kg par jour, 2,3 en moyenne. Hein. Si on laisse faire le marché, c'est la tendance potentielle. Si on suit les 30 glorieuses 1945-1975, on peut aller, si on reprend une croissance de l'ordre de 5% par an, si rien n'est fait par ailleurs, évidemment. C'est ça, parce que c'est pas une fatalité. Donc moi, j'ai mis en place dans ma vie un mode de vie qu'on appelle le mode de vie zéro déchet. J'ai commencé à peser mes poubelles parce que je voulais voir un petit peu l'impact de ma démarche. Hein. Moi, j'ai pas l'impression de vivre en dehors de mon temps pour autant. J'ai pas l'impression de faire des trucs extraordinaires. Et donc à deux, on jette la poubelle d'ordures ménagères une fois par mois. Et il a fait à peu près 5 kilos. Donc ça veut dire qu'on produit à peu près 100 grammes par jour chacun. Donc 100 grammes à comparer à 1,5 kg. Et je suis quelqu'un comme vous qui vit sur Paris à cette époque. Donc je veux dire, ça que le fait aujourd'hui avec le système tel qu'il est placé. Donc je veux dire, pour vous faire comprendre qu'il y a vraiment moyen d'inverser cette tendance et que ce n'est pas du tout une fatalité. Après, bien sûr, c'est des choix personnels que j'ai faits qui m'ont permis d'arriver à ce résultat-là. Une mauvaise conscience. Hein. Alors, pourquoi le déchet, je ne sais pas si vous voyez bien là, où on est, je sais pas, on fiche un peu. Mais d'ailleurs, il y a des personnes très connues comme Bea Johnson qui produisent moins d'un pot par an pour une famille de 4 personnes. Hein. Moi, je suis
Je suis encore une grosse consommatrice de déchets comparée à elle. Hein. Alors, en économie, on s'intéresse à la question des déchets parce qu'il y a des marchés manquants. Il y a des marchés manquants, je vais peut-être choquer les non-économistes. Les marchés manquants, ça veut dire qu'il y a une offre, mais il n'y a pas de demande. Il y a une offre, mais il n'y a pas de demande, donc il y a des agents qui offrent des déchets au plan individuel. J'entends bien, c'est le détenteur qui ne voit pas l'usage de cette bouteille-là, donc la loi nous dit que c'est la collectivité territoriale qui va l'offrir, mais enfin, s'il n'y avait pas de collectivité territoriale, s'il n'y avait pas d'obligation pour la commune de prendre en charge le déchet, ben on le jette par la fenêtre. Moi j'ai vu des communes aujourd'hui même, non, on jette encore des déchets par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on offre un déchet, mais il n'y a pas de prix. Donc on est connu, on dit qu'il n'y a pas de prix d'équilibre, il n'y a pas de quantité d'équilibre, donc le marché est défaillant. Et ça, c'est une source d'externalité négative. Et c'est pour ça que l'État est intervenu, l'État au sens large du terme, hein, la législation, en disant non, il y a une baisse du bien-être des agents, donc il va falloir créer toute une législation pour éliminer le déchet. Alors, une chose, je vous donne ma parole. Ce terme-là, je l'ai banni de mon vocabulaire. J'ai extrait d'Ardard hier, parce que m'ont gâché le week-end. Ce terme élimination était un terme utilisé, et qui est parfois encore utilisé, par l'administration en France et par l'Union européenne. On n'élimine pas un déchet. Moi, je ne suis pas chimiste. En chimie, on dit qu'on transforme un déchet, mais on ne l'élimine pas. Donc, j'aurais pu mettre traitement. Donc, la loi oblige à prendre en charge la collecte et le traitement des déchets. Mais malgré ça, même s'il y a, donc on prend en charge par incinération ou centre d'enfouissement technique, il y a quand même une offre de pollution. Et cette offre de pollution, nous on est dans l'environnement, on ne la demande pas. Donc là, il y a encore une défaillance de marché. En fait, il y a une schizophrénie, hein. Le déchet est 2 fois porteur d'externalités négatives. Et c'est pour ça que l'État va intervenir aussi à partir de l'élimination, à la sortie de l'élimination, en imposant des normes d'émission. Par exemple, au niveau des incinérateurs, des centres d'enfouissement technique ou pas, ou en imposant une taxe sur l'enfouissement technique et ou sur l'incinération des déchets à la tonne. Alors ça, c'est le déchet à la tonne incinéré, pardon, c'est le Grenelle de l'environnement qui l'a mis en place. Hein. Pas de la mise en décharge, hein. Ça c'est la loi de 92. Voilà, donc si vous voulez, ça pose 2 fois un problème. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment se fait-il qu'il y a 2 problèmes? Que va-t-on choisir? C'est que si on ne fait rien, la nuisance, mettons, entre le ménage et à la sortie du ménage, je mets le ménage, ça pourrait être industriel aussi, hein, j'ai pris un agent, hein. Le ménage, il y a une baisse de bien-être de 1 000 $, par exemple, ou 1 000 € en nuisance, en pollution. Et si on traite le déchet, il reste quand même 300 € de nuisance, mais on a quand même économisé 700 € de nuisance. Je traduis en français. Si on ne fait rien en matière de collecte et de traitement des déchets, eh bien les nuisances sont très graves. C'est-à-dire qu'on peut avoir des épidémies, on peut avoir... qu'est-ce qui se passe quand le circuit de collecte des déchets dans une ville comme Paris ou Marseille est en grève? Vous voyez tout de suite ce qui peut se passer au plan d'hygiène si ça dure plus d'1 mois. Voilà. Donc si vous voulez, il y a quand même des externalités négatives dans le deuxième marché manquant, mais elles sont moins importantes. C'est entre la peste et le choléra, vous voyez, on préfère l'option numéro 2, c'est-à-dire quand même intervenir. Et même s'il y a encore des nuisances, ces nuisances sont réduites, elles ne sont pas nulles, elles n'existent pas, les nuisances nulles, ça n'existe pas. Ouais, vous allez développer plus tard un petit peu des résidus d'incinération? Si vous me posez des questions, je veux bien... Je veux dire, c'est prévu dans notre... Non, c'est pas prévu